Bienvenue sur Blooming You, le podcast Mieux-être, corps et esprit. Chers auditeurs, dites-moi, vous êtes déjà descendus si profondément en vous-même que tout s'est arrêté ? Le bruit, la peur, la pensée, juste le silence et ce souffle, ce dernier souffle qu'on apprivoise pour ne pas sombrer. Aujourd'hui, je vous propose une plongée, une vraie, physique, mentale, existentielle. Aujourd'hui, je reçois un invité qui connaît mieux que quiconque ce silence profond dans lequel on cesse de penser pour simplement être. Quentin Easy Schwartz est apnéiste. À 27 ans, il enchaîne les performances spectaculaires en mer comme en fosse. 85 mètres en bipalme, 60 mètres en brasse, 2 records personnels, 2 médailles et plus profondément encore une renaissance. Car l'apnée n'est pas qu'un sport pour Quentin, c'est un art de vivre et une survie. C'est elle qui lui a permis de détecter à temps un cancer de la thyroïde. C'est elle qui l'a rééduqué, recentré et révélé. Dans cet épisode, il nous partage son parcours de résilience, entre tech et abysse, entre souffle et silence, entre chute et remontée. Comment prépare-t-on son corps à la pression, son âme au silence ? Comment descend-on sans se perdre ? Et comment l'apnée devient-elle une école de vie, bien au-delà de la performance ? Si vous aimez ces voix rares, ces récits incarnés, ce souffle que l'on prend ensemble, abonnez-vous, partagez cet épisode et faites circuler ce qui fait du bien. Merci, chers auditeurs, d'être là. Installez-vous, on commence. Je suis Amalda Dole, curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Quentin, bonjour. Bonjour, bravo, quelle intro. Impressionnante, c'est très juste, Wow. Wow. Alors, vous venez de décrocher 2 médailles au championnat de Corse, après un doublé au championnat de France, et vous vous apprêtez à représenter la France au championnat du monde. Oui. Alors, ce que vous vivez aujourd'hui, vous ne l'auriez sans doute pas imaginé il y a quelques années. Comment êtes-vous tombé dans l'apnée ? C'est une bonne question. En effet, quand j'ai commencé vraiment il y a 3 ans l'apnée, sérieusement, je suis tombé dans une structure où c'était l'équipe de France qui s'entraînait et je me disais, mais c'est dingue ce qu'ils font, jamais je pourrais être à ce niveau-là. En fait, moi, j'ai toujours fait de la chasse sous-marine, j'ai toujours été dans l'eau parce que mon grand-père était aventurier, explorateur. Il avait un record du monde de chasse sous-marine à l'époque. C'était un des premiers au monde à faire la chasse sous-marine. Il avait fait un poisson de 158 kilos à l'époque. Mon papa a eu cette passion aussi. Il était vidéaste sous-marin. Il plongeait à 100 mètres en bouteille et pareil, c'est des profondeurs. Je me disais, mais c'est dingue, comment on peut aller là ? Et aujourd'hui, j'espère y aller dans pas trop longtemps en apnée, quoi. Donc j'ai toujours été dans l'eau, dans la chasse sous-marine, alors que je suis parisien. Quand je partais en vacances avec ma copine 2-3 jours, je prenais toujours mes affaires de chasse sous-marine. Ça la rendait un peu folle parce que je partais des heures. Et j'ai toujours chassé, j'ai toujours été dans l'eau à 3-4 mètres de profondeur. Et puis il y a 3 ans, je me suis dit, allez, je vais aller plus profond de manière sécuritaire. J'étais à Ajaccio et j'ai tapé école d'apnée. Et là, je suis tombé dans une structure. On m'a dit, bah voilà, t'as une bouée, t'as de la profondeur, t'as un binôme, t'es en sécurité, amuse-toi. J'ai fait 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres en 2 jours. On m'a dit, mais t'es doué, où est-ce que tu t'entraînes ? Je me suis dit, non, mais je m'entraîne pas, en fait. Et il s'avère que cette personne-là qui m'a dit que j'étais doué, il est multiple recordman du monde d'apnée, multiple champion du monde d'apnée, il s'appelle Abdelatif Alouache. Il m'a dit, bah viens, on va voir ce qu'on peut faire avec toi. Et c'était il y a 3 ans, du coup, et là, j'ai bien progressé. Je suis hyper content et je m'apprête à intégrer l'équipe de France. Ouais. Mais du coup, à ce moment-là, vous viviez à Paris ? Je vivais à Paris. Vous travailliez dans la tech ? Oui. Et donc, comment vous avez fait pour réorganiser votre vie ? C'est une bonne question. J'ai travaillé dans une autre entreprise depuis 2 ans et je me suis dit, bon, bah voilà, si je veux vraiment continuer, il me faut un format d'entreprise où je peux être en 100% télétravail. Et en fait, maintenant, je suis dans une entreprise en 100% télétravail où je peux plonger du coup le matin de 7h à 9h. À 9h30, je suis dans mon ordi et j'enchaîne, quoi. C'est un rythme à trouver. Qu'est-ce qui vous a bouleversé dans la plongée en apnée ? La première chose, c'était vraiment l'aspect performance. Le fait de se dire, allez, on prend des mètres, 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres. Le problème avec ça, c'est qu'à chaque fois qu'on atteint une nouvelle dizaine, on a envie d'être à la prochaine. Donc, il y a quand même des dizaines qui vont particulièrement toucher. La dizaine des 70, je me rappelle que j'en ai eu les larmes aux yeux. La dizaine aussi des 40 mètres, je me rappelle que j'avais eu un flash de ma maman au fond. J'étais tellement heureux. Maintenant, j'ai un peu changé mon regard depuis un certain temps. Avant, j'étais très dans la performance, dans les chiffres. Et là, je suis passé beaucoup plus dans le bien-être, dans la relaxation, dans l'écoute de soi et dans le lâcher-prise. Et ça, c'est vraiment ce qui me plaît aujourd'hui. Et de rentrer en état de flow qui me fait perdre la notion du temps, avoir des sensations de l'eau qui glisse sur mon corps et être vraiment dans ma tête, ça, c'est vraiment ce qui me passionne et ce qui me rend heureux, en fait.
Comment s'est passé ce switch entre la performance et cette quête effectivement de bien-être? Est-ce qu'elle n'était pas un moment nécessaire pour pouvoir aller encore plus loin? Est-ce que la performance n'était pas loin effectivement dans cette quête-là? Enfin, comment ça s'est fait? C'est sûr, en fait, en apnée, il y a une grande partie mentale. Je pense même que ça joue à 70%. Et le fait de vouloir se pousser, le fait de vouloir se faire mal, en fait, et de vouloir lutter contre l'eau, c'est pas possible. Et c'est mon coach d'apnée en piscine. Je lui dis, mais je sais pas. En fait, il y a aussi une discipline où on fait de la longueur. Et je lui disais, voilà, là, je suis bloqué à 130 mètres. J'aimerais bien aller à 150 mètres. Pourquoi j'y arrive pas? Je sens que j'ai encore de l'air, j'ai envie de pousser, j'ai envie de me faire mal. Il me dit, mais en fait, Quentin, tu peux pas te pousser face à un liquide, face à un médium qui est l'eau. C'est physiquement impossible, en fait. Tu peux pas. L'eau ne se comprime pas. Tu peux pas te battre face à l'eau. Laisse-toi aller. Le chemin de l'eau, c'est pas la peur, c'est pas la colère, c'est vraiment l'amour et l'acceptation. Et c'est là qu'il y a eu un premier switch, en fait, de dire, OK, je vais me laisser aller, je vais me laisser accepter par l'eau. Et là, ça a bien marché. Et puis ensuite, j'ai fait un coaching en Égypte, dans une autre école, qui pareil m'a dit, allez, maintenant tu plonges, tu peux remonter à n'importe quel moment dès que tu te sens pas bien, mais laisse-toi accueillir par l'eau, rends-toi, surrender, laisse-toi aller, et tu verras ce qui se passera. Tu as déjà fait tout le travail pour, donc ça sert à rien de lutter, en fait, et d'essayer de te battre. Et là, il y a eu un gros switch, et notamment avec un petit épisode maladie aussi, qui m'a pas mal aidé mentalement là-dessus. Ouais. Oui, justement, dans votre préparation à l'apnée, vous avez effectué un bilan médical et on vous a diagnostiqué un cancer de la thyroïde. Oui. Vous dites que l'apnée vous a littéralement sauvé la vie. Mm-hmm. Comment ce diagnostic a-t-il bouleversé votre rapport au corps et à la vie? C'est intéressant parce que ça a vraiment été découvert grâce à l'apnée. On m'a demandé de faire un certificat médical hyper poussé avec un médecin du sport. Et avant, j'avais pour habitude d'appeler mon médecin, de lui dire est-ce que je peux avoir un certificat médical pour le judo, ou même parfois, c'est pas bien de faire des faux certificats médicaux. Et là, je fais ce certificat médical très complet, un bilan de check-up complet. Et puis le médecin me dit mais t'as un petit nodule, va faire checker, on sait pas. Et ça, c'était en octobre 2023. Je fais checker, et c'est en mars 2024 qu'on me découvre du coup un nodule, cancer de la thyroïde, intervention chirurgicale en juin 2024, donc il y a 1 an, et traitement médicamenteux en septembre 2024. Aujourd'hui, je prends toujours des médicaments tous les matins parce que j'ai plus de thyroïde. Mais comment ça a impacté aujourd'hui ma vision de la vie et l'apnée, c'est que je me dis, en fait, quand j'ai été hospitalisé, quand j'ai pas pu m'entraîner, en fait, vu que c'était en juin, je devais commencer mes entraînements l'année dernière, j'ai eu l'opération, je pouvais pas aller dans l'eau pendant 1 mois, et je me disais, waouh, il y a des gens pour qui c'est le quotidien, en fait. Ils pourront pas aller dans l'eau, ils peuvent pas sortir de leur chambre, ils peuvent pas faire ce qu'ils aiment. Et avant ça, 1 an avant, j'avais rencontré un jeune garçon atteint d'une leucémie. Il est tristement décédé il y a quelques mois. Et pareil, j'avais voulu me baigner avec lui. C'est un garçon de 16 ans, un adolescent. Je lui ai dit, viens, on va se baigner. Il n'a pas pu se baigner. Il pouvait pas se baigner parce que sa maladie l'en empêchait, en fait. Et je me suis dit, la plus grande liberté, la plus grande richesse, c'est d'être en bonne santé aujourd'hui. Et donc, de rencontrer ce garçon et moi d'avoir été immobilisé un court moment, je me suis dit, mais le jour où je retourne dans l'eau, mais je vais tellement être heureux et je serai plus jamais en colère contre moi lorsque je n'arrive pas à faire des plongées parce que quand même, j'ai de la chance d'être là, en fait. J'ai de la chance de pouvoir le faire. Et avant chaque plongée aujourd'hui, je souris, je me dis, mais t'es chanceux d'être là, regarde où t'es, c'est une chance, faut pas l'oublier, en fait. On a trop tendance à oublier ça. Quel a été votre moteur? C'est-à-dire? En dehors de cette chance, de cette conscience, effectivement, d'être vivant, quel a été votre moteur dans le fait de traverser cette épreuve, cette maladie? Ça a vraiment été de devenir une personne meilleure. Moi, ce qui me drive dans la vie aujourd'hui, c'est le fait d'élever les gens et aussi que les gens m'élèvent et de devenir toujours une personne meilleure. Je me suis dit, voilà, cette expérience-là, on va la prendre de façon très positive. Le diagnostic est bon et on va en faire quelque chose de positif. Encore une fois, je vais en faire une force, je vais comprendre. Et encore une fois, l'aspect de représenter, aujourd'hui, je représente une association qui s'appelle Imagine for Margot, qui lutte contre le cancer des enfants. Ça fait partie de mon moteur. Et avant chaque plongée, pareil aussi, je me dis, voilà, cette plongée-là, elle va être profonde, elle va être belle, mais tu l'as fait pour toi, mais tu l'as fait aussi pour ces enfants-là qui sont pas capables de sortir, qui sont malades tous les jours. Et ça me drive tous les jours. Ouais. Alors, on vous a enlevé la thyroïde, du coup, quel impact ça a dans votre quotidien? La thyroïde, c'est un des organes les plus importants du corps humain. Et du coup, j'ai plus de thyroïde. Et du coup, tous les matins, je dois prendre un traitement médicamenteux pour complémenter justement cet organe. Je crois même que la thyroïde, si je dis pas de bêtises, ça contrôle plus de choses dans le corps que le cerveau. Donc, c'est quand même assez important. Et au-delà de ça, j'ai eu une cicatrice. Aujourd'hui, je suis très bien réglé, je suis en très bonne santé. Mais je sais que si on est mal réglé au niveau des dosages de médicaments, ça peut être compliqué, on peut être fatigué, on peut être plus irritable, etc. Et d'ailleurs, je pense que lorsque j'étais pas encore traité, qu'on savait pas encore, si je regarde maintenant, je sais que j'étais quand même irritable, j'étais de mauvaise humeur, j'étais peut-être un peu fatigué. Mais aujourd'hui, tout va très bien. Est-ce qu'il y a des impacts dans vos plongées Non, dans ma plongée, à part le fait que ce soit positif et que ça m'ait fait vraiment un gap mental,
je pense, il n'y a pas vraiment d'organes. Et d'ailleurs, le jour où j'ai appris que j'avais le cancer, j'ai appelé justement Abdelatif Alouache, je lui ai dit, toi qui connais quand même pas mal le corps humain, connais le mental, etc. J'ai ça, est-ce que ça peut faire quelque chose sur mes plongées ou quoi? Il m'a dit non, au-delà de la cicatrisation, ça devrait pas te bloquer plus particulièrement que ça. Non. Alors, vous avez dit une phrase forte, chaque mètre est un pari physiologique et mental. Qu'est-ce qui se passe quand vous descendez tout en bas, à presque 10 bars de pression, quand vous atteignez les moins 85 mètres, qu'est-ce qui se passe en vous? Alors, c'est vrai que sur la partie vraiment physique, on est à 10 bars de pression quasiment. On peut se faire des déchirures pulmonaires, on peut faire des accidents de décompression, on peut se déchirer les tympans, on peut faire des syncopes. Donc ça, c'est toute la partie risque que moi, j'essaie de pas trop assimiler parce que je sais où je vais, je sais où je mets les pieds, je sais que je suis préparé. Et souvent, on me demande, mais est-ce que tu as peur? Mais je peux pas avoir peur, en fait. Je peux pas me laisser le choix d'avoir peur. Vous l'aviez dit dans l'intro, c'est très bien dit. Au fond, déjà, notre cerveau, il clique pas pareil du tout. C'est pas pareil. Et j'ai pas le temps de me dire, oh, il reste tout ça à remonter. Non, il faut remonter, il faut rester dans l'instant présent. Donc, sur la partie mentale de contrôle de soi, c'est hyper important. Parce qu'à la descente, c'est pareil. Il faut pas se dire combien de mètres est-ce qu'il me reste. Il faut rester dans l'instant présent et se dire, voilà, je suis là à ce moment-là. Ne pense pas après. Qu'est-ce qui se passe d'autre? C'était quoi après? Qu'est-ce qui se passe en vous quand vous descendez Bien à sûr. 85 mètres? Donc vous avez parlé des risques physiques, donc on peut y passer en fait. Mais vous dites qu'on ne doit pas y penser. Non, on ne doit pas y penser. Et par contre, En tout cas, vous n'y pensez pas. Moi, en tout cas, j'y pense pas. J'essaie de pas y penser du tout. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, parfois je pose des questions un peu naïves, parce que je suis quand même jeune dans le sport. Et les gars avec qui je m'entraîne, ils me disent, les gars et les filles me disent, mais waouh, tu descends à 85 mètres, tu poses des questions comme ça, genre t'es censé savoir ça. Je dis ouais, mais pour moi c'est pas naturel parce qu'il y a quand même beaucoup de travail derrière. Mais c'est des questions auxquelles je veux pas penser parce que ça se passe bien pour l'instant. Pourquoi est-ce que je vais venir me parasiter l'esprit avec des choses qui n'arrivent pas pour l'instant en fait? Pour parler des pensées parasites qui peuvent surgir dans l'eau, comment vous vous préparez à les accueillir ou à les traverser? Les pensées parasites qui peuvent vraiment m'arriver lors d'une plongée, c'est oh là je suis pas bien, je me sens tendu. Et encore une fois, il peut m'arriver de penser en pleine plongée, j'en suis où là? Quand est-ce que j'arrive? Et si cette question-là arrive, c'est la remontée va être longue. Et ça, c'est pas bien. Parce que plus on va penser, moins on va être relâché, plus la plongée va être compliquée. Et c'est là qu'on peut aussi faire des syncopes parce que notre oxygène va consommer notre cerveau va consommer de l'oxygène. Il y a aussi un autre aspect, en profondeur, on a des échanges gazeux. L'oxygène va se transformer sous pression en un gaz, je sais plus quel gaz, mais en tout cas, ça va permettre de faire de la narcose. Et la narcose, en fait, c'est ce qu'on voit, la narcose des profondeurs, l'ivresse des profondeurs, ça peut être des pensées très négatives. Moi, je sais qu'il y a déjà des fois où j'ai été sur des plongées un peu profondes où je me suis dit, je vais jamais réussir à remonter, je vais mourir là. Et ça, c'est pas cool. Et comment vous faites? On garde son calme, on remonte, on se focus sur la technique, on se fait des pensées positives. Et justement, moi, je sais que sur la descente, je suis très concentré, très axé sur moi, sur le relâchement. Le moment où je touche le fond et que je prends mon petit ticket, je me chante une chanson qui me motive vachement, qui m'a vachement accompagné dans le cancer d'ailleurs. Et parfois, je me vois, et ça fait partie de la visualisation, dans le bloc opératoire, dans la salle où j'ai le traitement chimique à l'hôpital. Je me dis, regarde, t'es passé par là, t'en as fait une expérience positive, remonte doucement et regarde les couleurs de l'eau et n'oublie pas que t'es là parce que t'aimes ça. Et donc ça va vachement jouer sur l'aspect mental sur les plongées. Et quelle chanson vous fait du bien? C'est une chanson un peu la honte, c'est une chanson de Sia qui dit Unstoppable. Unstoppable, et les paroles, c'est rien ne peut t'arrêter, t'es une voiture sans frein, tu peux faire tout ça, t'as pas besoin de piles pour fonctionner en fait. Donc ça, c'est une chanson qui me drive vachement honnêtement. Et la mélodie est cool et tout, je trouve. Alors vous avez atteint des records. Moins 85 mètres, ouais. En tout cas pour le commun des mortels, c'est un record. Et puis en plus, vous avez fait une performance. Là, vous êtes quand même champion de France. Donc c'est pas... Vice-champion de France. Vice-champion de France. De records personnels, quand même. Et pourtant, vous dites que votre plus belle victoire, c'est une plongée en paix. C'est quoi une plongée en paix? Sur la plongée à 85 mètres, en fait, en effet, c'est une de mes plus belles plongées, alors que ça aurait dû être la plus dure, parce que j'ai eu des sensations incroyables. Je me suis vraiment lâché aller. Et c'est une plongée en paix dans la mesure où, pour plonger, il faut que je sois mentalement relâché, mentalement aligné. Sinon, je sais que j'y arriverai pas. Et en général, c'est ça. On peut pas, en fait, à ces profondeurs-là, on peut pas se mentir et se dire non, mais tout va bien ou non, je suis très en forme. S'il y a un élément qui fait qu'on est fatigué, qu'on a des pensées parasites ou qu'on n'est pas heureux ou qu'on s'est embrouillé avec quelqu'un, normalement, la plongée est capote. Et donc, du coup, cette plongée-là à 85 mètres et pendant cette période d'entraînement, et en ce moment même, je suis très en paix avec moi-même, je suis très aligné, j'ai reconstruit des piliers de vie qui s'étaient plus effondrés il y a l'année d'avant.
Et là, je suis vraiment sur un momentum qui me permet de plonger profondément. Mais quand vous dites des piliers de vie qui s'étaient effondrés l'année d'avant, c'est quoi? C'est suite à la maladie? Vous avez tout réinventé? L'entourage? C'est quoi exactement? Moi, j'ai 5 piliers de vie. Le premier, c'est un pilier de vie amour qui était très présent à l'époque. J'étais dans une rupture et mon pilier de vie qui était vraiment principal, donc c'était complètement effondré. À ce moment-là, on m'annonce la maladie, donc je suis affecté mentalement et physiquement. Ça, c'est mon deuxième pilier, la partie santé, donc santé physique et santé morale qui est affectée. Mon job, que j'aimais plus du tout, qui était quand même aussi pareil prépondérant dans ma vie. Et ensuite, comme autre pilier de vie, il me restait la famille et les amis qui a toujours été là. Et ensuite, le sport, l'apnée. Et donc, pilier de vie amour effondré, pilier de vie santé physique et mentale effondré, travail aussi. Et par contre, j'ai capitalisé à fond sur le pilier de vie famille et amis et apnée qui a pris une place énorme. Et on a rebâti là-dessus. Et aujourd'hui, tous les piliers sont reconstruits et c'est super. D'accord, le pilier amour aussi? Pas encore, mais ça va bien. Je suis en amour avec moi-même, mais ça peut paraître bizarre. Mais non, je suis très bien dans ma peau, très bien dans ma tête et je sais que ça viendra. Votre quotidien commence à 5h30 avec visualisation, étirement, respiration. Comment ce rituel du matin s'est-il construit et comment vous l'adaptez dans des moments de fatigue et de doute? C'est une très bonne question, sachant qu'avant, je capitalisais pas du tout sur l'aspect visualisation, méditation, breathwork. Il y a un truc que je fais toujours pas, c'est du stretching. Je fais un peu de mobilité. Enfin, je fais de la mobilité, mais je fais pas vraiment de stretching et de yoga. Parce que c'est pas pour moi. Ça sera sûrement à implémenter plus tard. Mais ça s'est implémenté avec un coaching que j'ai fait à Dahab en Égypte. Je sais pas pour ceux qui ont vu le film sur Netflix de The Deepest Breath, c'est là qu'il y a la fameuse arche sous-marine. Et là-bas, on m'a appris vraiment à ne pas me surpasser physiquement. On m'a dit less is more, en faire le moins, c'est le mieux aussi. Mais tout en sachant se dépasser. Et ça, c'est quand même assez... Ça va pas forcément ensemble, en fait. Comment je peux faire une plongée où je vais me challenger à 85 mètres, mais sans surtravailler là, en fait. C'est toute une question d'équilibre, en fait. Et de trouver justement le bon équilibre avec le sommeil. Et récemment, j'avais du mal à dormir justement pendant la compétition corse. Mais c'était, du coup, me lever à 5h30, prendre un petit déjeuner, faire de la mobilité pendant 45 minutes, de la visualisation, et ensuite commencer mon protocole, petit à petit être très lent dans mes mouvements, tout en sachant aussi rigoler avec des amis. Je peux pas, pendant 5 heures, ne pas dire bonjour aux gens, je peux pas être dans ma bulle enfermée, mais il faut que je puisse changer de mon système sympathique à parasympathique de façon instantanée, en fait. Et ça fait vraiment partie du protocole et j'ai travaillé en Égypte. Qu'est-ce que vous visualisez le matin? Le matin, je fais pas mal de choses. Sur le parti stretching, c'est un stretching de 45 minutes que je suis, qui est toujours le même. Là, il n'y a pas forcément de visualisation, mais je me concentre vraiment sur ma respiration. Ça, c'est vraiment important. Sur les parties de visualisation, je visualise les plongées. Je visualise ma préparation sur le dos, au câble. Ensuite, je visualise toute la plongée, mètre par mètre. J'ai 3 alarmes pendant la plongée qui m'indiquent où j'en suis, parce que je dois faire quelque chose d'un peu technique. Pour vous le dire rapidement, en fait, on peut plonger en général jusqu'à 30-40 mètres de façon instinctive. Mais après 40 mètres, les poumons sont tellement comprimés qu'il faut stocker de l'air des poumons vers la bouche. Et ça, faut le faire à 10 mètres ou à 20 mètres. Donc, je visualise mes alarmes qui disent t'es à 10 mètres, t'es à 20 mètres, stocke de l'air. Ensuite, je pars en chute libre. Je me vois couler, en fait, parce que la pression me fait couler. Je visualise toute la descente, qui peut être un peu longue. Je visualise les bonnes pensées qui peuvent être là, comme les mauvaises, voilà, la plongée est un peu longue, mais c'est pas grave, calme-toi. J'entends mon alarme au fond, qui me dit tu tournes, et après, je remonte avec justement la musique en tête que je me remémore. Et je visualise aussi ma sortie. Comme ça, je me dis, allez, il me reste pas beaucoup de temps. Mes protocoles de respiration. Bien respirer, bien respirer, bien respirer. Faire le signe OK au juge. Et surtout, je mets beaucoup d'optimisme de voilà, cette plongée, elle était belle, c'était super, t'as eu des super sensations. Et ça, je le fais 3-4 fois, en fait. Ça, c'est ce que je visualise. Et je fais pas mal aussi de manifestations. Ça, j'y crois profondément. Parce que je suis très aligné en moi, que j'ai vraiment besoin de quelque chose. Je m'allonge. C'est souvent après la méditation. Et je me dis, voilà, j'aimerais que cette plongée, et je demande à la force. Je pense qu'il y a une force et qu'il y a des énergies et des choses dans lesquelles je crois profondément. Et je dis, voilà, j'aimerais que cette plongée, elle soit belle, qu'elle soit en sécurité, que j'ai telle ou telle sensation, qu'elle se passe comme ça, comme ça, comme ça. Ça, je le fais pour la plongée, mais je le fais aussi dans ma vie quotidienne. Et souvent, les choses se passent, donc c'est bien. Je pense que ce en quoi on croit devient réalité, profondément. Avant les championnats de Corse, vous traversez une période instable, virus, insomnie, perte d'entraînement. Comment avez-vous fait pour garder la lucidité? C'était une période compliquée. J'ai très mal dormi sur 2 semaines. J'ai dormi 5 heures en moyenne, alors que normalement, j'ai pour habitude de super bien dormir. Les plongées, c'est des plongées, on n'en fait pas beaucoup. On en fait 3-4 par semaine, mais ça demande énormément d'énergie. Ça prend beaucoup de bande passante, beaucoup de charge mentale. Covid, grosse épidémie de Covid dans l'équipe, donc ça m'a annulé des plongées aussi. Ensuite, j'avais eu un mariage ou 2 qui a fait aussi que j'ai pas pu faire certaines plongées. Donc tout ça cumulé, c'était compliqué.
Comment on fait pour rester concentré? Déjà, j'étais rentré des championnats de France avec des bons résultats, j'ai fait des minima, avec une pression évidemment, parce que je veux toujours faire mieux, mais pas le fait de me dire, si je cartonne là, c'est mort. En fait, c'était un peu un joker ici. Et c'était de se dire, voilà, j'ai bien travaillé sur la durée, mes plongées que je fais aux entraînements, elles sont super clean, je vais pas aller me péter un tympan, je vais pas me mettre au carton, je vais surtout profiter et faire ce que j'aime en fait. Et c'est comme ça que c'est fait. Mais c'est vrai que le matin, quand on regarde son Whoop ou sa Garmin et qu'on voit énergie batterie 28%, qu'on doit envoyer une énorme plongée, c'est compliqué, mais il faut passer au travers de ça en fait. Alors comment vous évitez de tomber dans le piège de l'ego? D'aller trop loin, trop vite, juste pour faire un score par exemple? Enfin, vous en avez parlé à demi-mot tout à l'heure, mais bon, c'est quand même toujours là. Surtout là, vous visez les championnats du monde. Ouais, c'est une très bonne question. Je suis un apnéiste, on peut dire assez sécure, dans la mesure où, tout à l'heure, je vous expliquais le protocole des oreilles. Moi, ça m'a pris 1 an et demi avant de bien commencer à comprendre ce truc-là. Donc, en fait, j'ai été beaucoup retenu et beaucoup bloqué par ça, alors qu'il y a des personnes pour lesquelles c'est instinctif et c'est très rapide. Et ces personnes-là progressent très vite, mais vont plus vite au carton aussi. Donc, moi, j'ai peut-être travaillé sur une progression plus lente depuis 2 ans. Là, maintenant, ça a bien cliqué. Ma capacité d'oxygène, tout ce qui est hypoxie pour l'instant passe. Comment je fais pour pas mourir au carton? J'ai des garde-fous, j'ai des personnes qui me coachent, qui m'aident en fait, et qui m'aiguillent, et qui me disent non, là c'est peut-être un peu gourmand d'y aller comme ça, ta progression elle est déjà assez hallucinante, fais attention, vas-y petit à petit, faut pas se blesser. On m'a dit en fait faut pas être une étoile filante, qui est très belle mais qu'on voit 2 secondes. Non, soit là sur la durée c'est mieux. Donc j'essaie d'allier un peu les deux. Et à ma maman aussi qui me dit pas trop profond. Ouais, non mais en tout cas je veux pas cartonner, c'est pas du tout l'image que je veux donner de syncope et tout, c'est pas du tout ce que je veux donner. C'est un sport qu'on peut pratiquer jusqu'à quel âge, l'apnée? Apparemment, le pic de forme est à 40 ans. D'accord. Et encore, je m'entraîne avec un monsieur qui a 74 ans et qui plonge à 75 mètres. Ouais. Ah ouais. Ouais. Il est champion du monde, catégorie master. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a que vous auriez envie d'avoir? Si à 74 ans, je peux être comme lui, avoir sa force, son humour et plonger aussi profond, ça serait bien. Ouais. Non, franchement, c'est impressionnant. Vous êtes aussi ingénieur commercial, c'est ça, dans une boîte d'informatique. Vous travaillez donc du coup en distanciel. Comment vous faites pour gérer le travail, qui vous demande quand même un certain temps, et puis les entraînements? Je ne sais pas combien vous vous entraînez par semaine, combien de temps? Est-ce que c'est des plongées tous les jours? Comment ça se passe? Ou est-ce qu'il y a d'autres sports complémentaires à la plongée que vous pratiquez pour pouvoir vous entraîner? Ouais, comment ça se passe? C'est une bonne question. Pour vous donner un entraînement, il se compose en plusieurs parties sur l'année. Il y a une grande partie de septembre jusqu'à mai, en fait, où on fait beaucoup de piscine, où là, en fait, ça va être des longueurs en piscine avec de la palme, on fait pas beaucoup d'apnée. Ça, c'est 3 heures par semaine. Il y a 2 heures en plus où là, par contre, ça va être de l'apnée plutôt sur des moins de volume, mais des plus grandes durées. Pareil, on refait 2 heures. Je fais peut-être 3-4 heures de vélo par semaine en zone 3, en zone cardiaque 3. Une séance vraiment cardio, HIIT, un peu barise, comme ça, et pas mal d'entraînement de compensation justement pour les oreilles, allié à ça, à la méditation, au stretching aussi un peu, la mobilité pas mal de pilates aussi. Donc en fait, tout ça, c'est ce qui me fait mon endurance fondamentale et mon enveloppe qui me dit, voilà, t'es capable d'aller profond parce que tu peux faire 6 minutes sans bouger, tu peux faire 150 mètres en longueur. Ça, c'est ce qui me met en confiance. Après, quand arrive la saison de la profondeur, et je fais aussi du renforcement musculaire, quand arrive la saison de la profondeur, là, on va être sur des plongées, 3 plongées par semaine, et on va être sur 1 plongée ou 2 plongées par session max, en fait. Donc, il faut réussir à les faire, il faut réussir à être très aligné. Et à côté de ça, il faut quand même aller à la salle de sport pour continuer à faire du cardio, pour continuer à faire du travail musculaire, mais sans se cramer, en fait, parce que ça demande encore une fois beaucoup d'énergie. Et comment on allie ça avec son travail? On a de la chance de plonger sur des horaires très tôt. Moi, je vous dis, mes plongées sont autour des 8h30, 9h. Ça, c'est en compétition. En entraînement, je peux demander, j'ai besoin d'être à 9h devant mon ordi. Est-ce qu'on peut plonger plus tôt? Et du coup, je plonge de 7 à 9. 9h30, j'ai pris ma douche, je suis dans mon ordi, je bosse. Je retourne à la salle de sport entre midi et 13h. Je rebosse et le soir, je fais un peu d'étirement et tout. Ça fait combien d'heures de sport par jour, ça? Par jour, on est, honnêtement, si je cumule tout avec, tout ce que je fais sur l'apnée, je suis à 4h30, 5h par jour. Entre 4 et 7 heures par jour. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous soutenez l'association Imagine for Margot, qui œuvre pour la recherche contre les cancers pédiatriques. Vous l'avez expliqué tout à l'heure par cette rencontre avec ce jeune garçon qui avait une leucémie, c'est ça? Ouais. Et que vous avez choisi de rentrer effectivement dans votre engagement sportif. Comment vous faites le lien entre cet engagement sportif et cette dimension humaine pour soutenir la cause, en fait, tous les jours?
Ouais, alors, en effet, ce garçon, Lilo, je vous dis, je me rendais pas compte à l'époque de la chance que j'avais d'être en bonne santé. C'est quand j'ai vu sa situation, je me suis dit, ouais, on a vraiment de la chance, en fait, d'être en bonne santé. Plus le fait que j'ai été hospitalisé, immobilisé un court moment. Et pour dire la vérité, j'ai même pas cherché d'autres associations. J'ai tapé association cancer pédiatrique et je suis tombé là-dessus. Souvent, quand je suis à Paris ou quand je suis avec des amis ou dans des mariages ou quoi, on me pose beaucoup de questions sur l'apnée. Je me suis dit, mais comment je peux faire pour au lieu qu'on parle que de moi et que de ma performance, comment je peux faire pour attirer le sujet sur quelque chose d'autre, en fait? Et cette association-là, j'ai lancé une collecte où beaucoup d'amis, beaucoup de personnes qui me suivent ont fait des dons. Donc ça a soutenu la recherche. Et puis, ça permet aussi de donner de la visibilité à l'association. Il y a une course en septembre en France en cancer qui se passe à La Défense. Pareil. Et puis ensuite, il va y avoir des actions au cours de l'année pour rechercher des fonds et financer des dons. Bah, vous nous donnerez le lien. Bien sûr. Pour le mettre sur Blomigno. Super. Est-ce que vous diriez que chacune de vos plongées pourrait être aussi un message que vous donnez à vous-même et au monde? Je sais que j'ai 2-3 mantras. C'est que, encore une fois, avant chaque plongée, j'essaie de sourire et de me dire la vie est belle. C'est un peu bateau, mais vraiment, la vie est belle, en fait. On s'en rend pas compte, on a de la chance d'être là. La deuxième, c'est que le travail aussi paye, en fait. Ces plongées que j'ai réussi, c'est parce qu'il y a aussi du talent initialement, mais il y a aussi quand même beaucoup de travail derrière, comme je l'ai dit. Donc, le travail paye. Et ouais, c'est qu'on n'a rien sans rien. Sur ça, c'est des messages que j'aime bien véhiculer, ouais. Faut y aller. Faut y aller, faut se lancer et faut pas avoir peur de se lancer. Mais faut pas non plus chercher à se faire mal, en fait. Vous dites qu'il faut apprendre à tomber, à se laisser couler, puis remonter de toutes ses forces. Ouais, ça a été vraiment le cas et ça fait sens avec l'apnée, en fait. Lorsqu'on m'a annoncé le cancer, j'ai mis ma confiance entière dans la médecine. Je me suis dit, mais ok, on va faire ce process-là. Moi, je sais pas ce que c'est elle. La médecine française a été exceptionnelle avec moi. Je vais me laisser aller, en fait. J'ai pas d'autre choix que de me laisser aller sur la confiance, sur les opérations, sur le traitement. Donc ça, c'est la partie se laisser couler. On touche le fond parce qu'il y a un moment où c'est forcément compliqué, mais par contre, quand faut remonter fort. Et c'est exactement pareil avec l'apnée. Sur les plongées profondes, c'est se laisser couler, se relâcher, on touche le fond, et par contre, après, il faut remonter, et il n'y a pas d'autre choix que de remonter. Je peux pas m'arrêter en chemin, je peux pas me dire, allez, non, c'est trop dur. Non, ça, c'est interdit. C'est interdit. Faut toujours chercher à se dépasser. Vous parliez tout à l'heure de la lenteur. C'est quoi la lenteur pour vous? Comment ça se matérialise dans votre vie au quotidien, dans votre pratique sportive, mais aussi dans votre manière d'être? Ouais, c'est intéressant parce que moi, je suis quelqu'un qui a été diagnostiqué plus jeune, hyperactif, trouble de l'attention. Aujourd'hui, je pense que ça va mieux et que l'apnée m'a beaucoup aidé là-dedans. Mais c'est ne pas... en apnée, je suis obligé d'être lent, je suis obligé d'être très méthodique avec mes gestes parce que sinon, je vais cramer trop d'oxygène, en fait. Et pareil, j'habite à Paris et à Milan, je peux pas... c'est des villes qui sont frénétiques, mais il faut savoir, en fait, se poser, se retirer un moment, savoir souffler et se dire, ok, cool, je vais d'abord faire ça, puis ça va se passer comme ça. Et savoir décomposer, dépolariser chaque aspect de la journée pour pas être tout le temps dans une forme de rush et d'être pressé, sinon on fait tout mal, en fait. Donc c'est important de savoir se poser, savoir faire des mouvements, je suis très maladroit, savoir faire des mouvements qui sont beaucoup plus contrôlés, sinon ça marche pas. Pourquoi faites-vous tout ce que vous faites aujourd'hui? Je pense qu'il y a vraiment pour une partie de me sentir vivant, parce que déjà j'aime ça, me sentir vivant, et les sensations que j'ai lors des plongées sont exceptionnelles. C'est les sensations de rentrer en état de flow, de perdre la notion du temps, d'avoir des sensations, les sens qui sont exacerbés. Ça, c'est vraiment fou. L'aspect performance, encore une fois, de se dire, ouais, j'étais à 85 mètres, et encore une fois, c'est pas bien ce que je dis, mais aujourd'hui, je me rends plus trop compte de ces profondeurs. Et mes amis me disent, mais c'est fou, en fait, parce que c'est quand même beaucoup, mais en fait, aujourd'hui, je me rends plus trop compte. Et pourquoi je le fais, et pour me prouver que j'en suis capable, et pour avoir des histoires à raconter aussi, et pour pouvoir inspirer les autres. Encore une fois, j'ai envie de m'élever et d'élever les autres. Si je peux aider d'autres gens à s'élever, ça, c'est vraiment ma mission, je pense. 85 mètres, ça veut dire combien de temps sous l'eau? Ça fait 2 minutes 40. Aller-retour, ouais. On essaye, là, à vous. C'est parti. Oui. Alors, s'il y avait une seule plongée que vous ne voudriez jamais oublier, ce serait laquelle? Celle dont on parlait tout à l'heure ou une autre? Ouais, je pense que le 85 mètres était vraiment une belle plongée. Après, c'est difficile parce que lorsqu'on fait des plongées, il y a quand même une partie où notre saturation en oxygène descend, ce qui, pendant la plongée, en fait, fait quelques pertes de mémoire, etc. C'est dur de se rappeler une plongée de 2 minutes 40 en entier. Mais celle-ci, il y a vraiment des sensations qui sont gravées. Je me rappelle du relâchement que j'ai eu, des visions que j'ai eues à la remontée. Donc celle-ci était très belle, ouais. Celle-ci était très belle. Ce que vous faites aujourd'hui, vous disiez tout à l'heure, je ne sais plus si c'était en off ou pendant notre échange
connecté, on va dire, que cet héritage, il vient de votre grand-père. Ouais, je crois qu'on en parlait avec le micro, mais c'est mon grand-père qui était aventurier, explorateur. C'est un métier qui n'existe plus trop aujourd'hui. Oui. Il faisait... C'est le commandant Cousteau. Il était très copain avec le commandant Cousteau. Le commandant Cousteau l'aimait beaucoup. Il voyageait partout dans le monde. Je sais pas si vous connaissez Raoni, l'Indien. C'est un des premiers à être dans la tribu de Raoni. Enfin, il a fait plein de choses. Et souvent, les gens dans ma famille me disent, mais il y a une génération qui a sauté. Tu ressembles beaucoup à ton grand-père. Et ouais, c'est lui qui m'a donné le goût de l'eau, qui l'a donné aussi à mon papa. Et ça, je remercierai jamais assez. Moi, il est plus là, mais je remercierai jamais assez. Qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui ? Je lui dirais, regarde, déjà, je t'ai battu en profondeur. Déjà. Non, et je le remercierai. Il a toujours des histoires incroyables. Et je le remercierai pour, encore une fois, ce goût de l'eau, ce qu'il a fait pour notre famille, de ça, de nous mettre dans l'eau, en fait. Ouais. Et le petit garçon que vous avez été, qui vous regarde peut-être aujourd'hui ? Qu'est-ce que je lui dirais ? Ouais. Je lui dirais, continue comme ça, honnêtement. Je pense que t'es une bonne personne et tu vas sur le bon chemin. Continue comme ça et fais-toi confiance, en fait. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez été diagnostiqué TDAH. Oui. Ça vous a apporté quelque chose d'être diagnostiqué ? Pas du tout. Non, moins. Aujourd'hui, je crois qu'on détecte ça beaucoup plus. Mais moi, on m'avait mis sous médicaments plus jeune, etc. Mes parents, j'étais très mal. J'étais vraiment hyperactif. J'étais terrible à l'école, mais j'étais un calvaire, en fait. Et aujourd'hui, je pense que j'ai plus trop ce truc-là, honnêtement. Mais même si je suis encore assez excité ou quoi. Qu'est-ce que ça m'a apporté petit ? Ça a permis déjà à mes parents de comprendre, en fait, pourquoi ça allait pas, tout ce qui était l'école, pourquoi j'étais turbulent, pourquoi j'avais pas de fil, pourquoi je disais n'importe quoi parfois. Donc ça leur a permis de comprendre à eux. Moi, j'avais moins d'amis aussi, plus jeune, j'avais pas beaucoup d'amis. Et aujourd'hui, de me dire, bon voilà, j'étais comme ça fait partie de moi et j'ai pas honte, en fait, de ça. Qu'est-ce que ça m'a apporté ? De la compréhension. Parce que c'est dingue quand même de passer d'une hyperactivité à cette pratique de l'apnée qui demande beaucoup d'ancrage et de calme et de sérénité. Et sur la concentration aussi. Ouais. Quand je fais des plongées, mais vous savez pas à quel point je suis concentré sur soi-même, sur les oreilles, sur le relâchement. Il faut que je fasse des scans de mes oreilles jusqu'à relâcher mon petit doigt tout en scannant tout le corps. C'est vraiment des plongées qui prennent beaucoup de concentration mentale. Mes parents m'avaient toujours dit ça. Ils m'avaient dit, quand t'aimes bien un truc, t'arrives à te concentrer, mais tellement, tellement fort. Et aujourd'hui, j'en suis fier de pouvoir passer encore une fois du système sympathique à parasympathique comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît et qui me nourrit, quoi. Et quand vous passez du système sympathique à parasympathique, c'est quoi ? C'est avec la respiration ou le scan du corps, c'est ça ? Mais est-ce que c'est pas quelque chose qu'on aurait pu vous apprendre effectivement petit, peut-être ? Puisque vous le dites, en fait, pour vous, c'est comme un outil, vous dégainez comme ça me fait changer de mode. Exactement. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on pourrait dire aux enfants ? 100%, et tout ce qui est relaxation. C'est quoi ? C'est de la respiration ? Peut-être faire de la respiration avant une classe ? C'est de la respiration avant une classe, c'est tout simple, mais en fait, c'est lorsqu'on se concentre sur quelque chose, dire, ok, relâche ta mâchoire, relâche tes yeux, respire avec le ventre, relâche ton ventre, en fait. Tout ça, relâche ton cou. Tous ces aspects-là, et de focaliser sur certains points du corps, et lorsqu'on focalise sur ces aspects du corps, se dire aussi, ok, maintenant, regarde, visualise-toi à la troisième personne, comme si tu avais une caméra qui te voyait. Fais ça. Et ça, je pense que pour les enfants, ça serait super. Et si nos auditeurs devaient retenir une seule chose de votre parcours, ce serait quoi ? Ça serait vraiment de se dire que il faut vraiment savoir rester positif. Il ne faut pas se laisser abattre par des choses qui peuvent nous atteindre. Il faut toujours trouver du positif, je pense, dans ce qui peut nous arriver. Et c'est dur. Parfois, je dis cette phrase à des personnes qui ont perdu leurs parents. Mais c'est terrible. Comment on peut dire cette phrase ? Mais comment on peut tirer du positif ? En fait, après, quand on regarde, on voit qu'on a réussi à se relever. On voit qu'on a réussi à devenir une personne meilleure, que ça nous a appris sur tel aspect. Et il y a une phrase que j'aime bien qui dit « Les choses arrivent pas quand on les veut, mais quand on en a besoin, en fait. » Et il faut toujours, en fait, regarder derrière et se dire « Pourquoi c'est arrivé, ça ? Ah, ok. Et qu'est-ce que ça m'a apporté ? Ah, ça. » Et ça, c'est ce que j'essaie de construire tous les jours dans mon parcours, en effet. Votre mantra ou la phrase qui vous accompagne dans des moments de doute ou de descente ? Il y avait la chanson pour la remontée ? C'est vraiment, lorsque je descends, je me dis « Allez, laisse-toi aller, rends-toi, je le dis en anglais, let it go, let it happen, surrender. T'as fait tout le travail que tu pouvais faire. Maintenant, laisse-toi accueillir. Et sur la plongée à 85 mètres, c'était tellement ça, c'était, ok, t'es enveloppé par l'eau, laisse-toi accueillir, laisse-toi aspirer par les profondeurs. Tu peux pas lutter, tu dois te relâcher. Et c'était exceptionnel. Merci Quentin d'avoir partagé votre souffle avec nous. Cool. Chers auditeurs, respirer, descendre, remonter, ce n'est pas qu'un enchaînement d'actions techniques. C'est peut-être une des plus belles métaphores du vivant. Dans le silence des profondeurs, loin des injonctions, du bruit, des attentes, quelque chose d'essentiel se révèle. Une vulnérabilité, une clarté, une paix. Ce que nous dit Quentin, ce n'est pas seulement que l'on peut se reconstruire après un cancer, c'est que le corps, même marqué, peut redevenir un allié, que la performance peut être habitée de sens,
que chaque souffle peut devenir un choix, un acte, une offrande. Alors la prochaine fois que vous manquerez d'air, souvenez-vous, parfois il faut descendre, lâcher prise pour mieux remonter. Si cet épisode vous a touché, pensez à vous abonner, à laisser un commentaire et à le partager autour de vous. Merci d'avoir écouté jusque-là, merci de faire partie de cette aventure et souvenez-vous, parfois, il faut descendre pour mieux respirer. À très bientôt sur Blooming You.